On va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire électrifiant qui est organisé dans le cadre de la campagne Roulons électriques, qui est une campagne de sensibilisation et de promotion de véhicules électriques coordonnée par Équiterre avec le soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du plan pour une économie verte 2030. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous Stéphanie Broder pour nous parler du sujet donc, du programme de Rouler Vert, puis quelles seront les mises à jour, notamment concernant les aides financières, puis comment faire une demande, principalement, quels sont les principaux documents dont on a besoin, donc qu'il faut avoir en main. Donc, Stéphanie est ingénieure chargée du projet Rouler Vert. Elle est responsable du programme depuis septembre 2021, diplômée de l'Université de Laval en sciences géomatiques. Ses expériences en gestion des données et en gestion du territoire apportent une nouvelle dynamique dans la gestion du programme. Donc, on est ravis de l'avoir avec nous. Puis, on aura une période de questions à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le QR situé en bas de votre écran. Puis, sur ce, je te laisse la parole, Stéphanie, puis je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour, messieurs, dames. C'est ça, aujourd'hui, tel que présenté par Jade, je vais vous faire une petite présentation rapide du programme Rouler Vert avec ses objectifs, les volets, puis les modifications qui sont à venir. Puis par la suite, là, je vais y aller beaucoup plus dans le concret là, avec une demande de création de compte, là, puis d'une demande là, pour dans la prestation de services en ligne, qui est la prestation qu'on utilise là, pour le programme. Donc, euh, c'est ça pour faire une courte présentation du programme Rouler Vert. Donc, le cadre normatif a été mis à jour l'année dernière, soit le 18 avril 2023. Et le site web également a fait peau neuve là, depuis le 23 mai 2023. On a passé là, sur la plateforme québec.ca. Les objectifs du programme Rouler Vert, c'est bien sûr de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport en facilitant l'acquisition de véhicules neufs d'occasion ou encore de bornes de recharge là, en octroyant des aides financières. Bien sûr, on parle de véhicules électriques, là. Donc, euh, le programme Rouler Vert, il se compose en 5 volets. Le premier volet, c'est une acquisition d'un véhicule électrique neuf qui soit entièrement électrique, hybride rechargeable ou encore des motocyclettes ou scooters électriques. Il y a un volet sur l'acquisition des véhicules entièrement électriques d'occasion. Les hybrides rechargeables puis les motocyclettes ne sont pas incluses là, dans le volet véhicules d'occasion. Puis ensuite, il y a les 3 volets au niveau des bornes, soit la borne de recharge à domicile pour bâtiment multilogement ou encore la borne de recharge au travail. Les modifications qui sont à venir, là, qui vont arriver finalement fin de l'année 2024. Donc, à partir du 1er janvier 2025, il y aura une diminution progressive là, des montants de l'aide financière pour l'acquisition des véhicules électriques. Le programme pour les véhicules électriques, donc les aides financières, vont se terminer au 31 décembre 2026. Euh, Vous pouvez voir avec le tableau qui suit, là, donc présentement, les aides financières qui sont offertes, si je prends juste l'entièrement électrique, c'est 5 000 En 2025, ça va baisser au 1er janvier à 4 000 au 1er janvier 2026 à 2 000 puis à partir du 1er janvier 2027, il n'y aura plus d'aides financières qui vont être offertes pour l'acquisition d'un véhicule électrique. Sachez que cette demande-là touche seulement les volets véhicules, donc tout ce qui est volet recharge pour l'acquisition finalement d'une borne, là, ça, ce n'est pas, il n'y a pas de diminution ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est vers ça que le gouvernement s'en va, c'est-à-dire améliorer la recharge dans la province, là. Juste une petite note, là, c'est que nous autres, on considère la date d'immatriculation pour déterminer le montant de l'aide financière. C'est très important d'acquérir votre véhicule, de le faire immatriculer avant les dates butoirs, là, si vous voulez profiter des aides financières telles qu'elles sont présentées dans le tableau, là. Euh, Avant de passer
à la création de mon compte, là, je vais vous faire un petit tour là, du site web là, euh, du le site web là, du programme. Parce qu'il est fait pour neuf, puis tu sais, il y a quand même eu des fois des gens qui ont de la difficulté à s'y retrouver. Là, quand vous rentrez sur le site, là, vous allez avoir ça sous forme d'onglets. Donc, il y a un onglet pour les véhicules électriques neufs, véhicules d'occasion, les bornes de recharge. Vous avez des éléments sur le service en ligne, service à la clientèle. Vous avez un à propos. Là, à propos, quand vous allez dessus, là, vous avez différentes modifications qui sont présentées, là, telles que le tableau là, que je vous ai montré juste avant. Vous avez aussi le cadre normatif du programme Rouler vert. Vous pouvez aller consulter toutes les informations dans cet onglet-là à propos. Là, vous pouvez voir aussi là, tout de suite à ma gauche, là, il s'est présenté un genre de petit menu. Vous pouvez toujours revenir en arrière en cliquant sur la petite flèche. Vous allez l'avoir sous format d'onglet de cette manière-là. Donc, si je vais par exemple dans le borne de recharge, là, vous avez une nouvelle page qui se présente avec d'autres onglets, la borne de recharge à domicile, le multilogement. Vous avez toujours accès au service à la clientèle, au approprié. Fait que là, c'est ça. Si vous cliquez ensuite sur borne de recharge, il y a une nouvelle page qui se présente avec d'autres informations. Là. Fait que ça va toujours en diminuant, puis ça va chercher là, les informations plus spécifiques là, que vous pouvez rechercher. Fait que là, si par exemple je fais choix d'une borne, là, vous avez tout de suite là, qui s'amène la liste des bornes. Le profil du demandeur, là, vous avez de l'information là, qui vous est présentée sur qui est admissible, quel genre de bâtiment qui est admissible. Vous pouvez défiler, vous avez toute l'information qui se présente. Puis ainsi de suite, là, ensuite les dépenses admissibles. Fait que vraiment, là, toute l'information du programme, là, tu sais, le site web là, présente ça de façon assez claire. Puis, de toute façon, si vous avez toujours des questions, là, vous pouvez rejoindre le service à la clientèle à tout moment. C'est ouvert de 8 heures à 20 heures à tous les jours, sauf le samedi, dimanche. Euh, je vais aller vous le montrer. Là, vous avez toutes les coordonnées ici, là, le numéro de téléphone, l'adresse courriel. Vous avez de l'information là, sur soumettre une demande. Puis là, moi, c'est ce que je vais vous présenter en réalité là, de façon plus détaillée là, pour démystifier un peu la partie de soumettre une demande. Donc là, quand vous allez cliquer sur créer un compte, là, vous allez arriver à cette page-là qui se présente comme ça. Donc là, vous avez le service en ligne du programme. Si vous êtes déjà inscrit, vous avez seulement à vous cliquer sur se connecter. Si vous voulez créer un compte, donc vous cliquez sur créer un compte. Donc là, vous arrivez avec cette information-là. Fait que là, vous rentrez votre adresse. Là, vous verrez, là, moi, je fais un adresse bidon là, parce que je suis dans un environnement qui n'est pas l'environnement de production, mais c'est la même chose là, que vous aurez à faire. Là. Donc, je- MSH. Là, dès que vous envoyez à l'information, donc là, vous voyez, là, vous êtes rendu, là, vous avez passé la première étape. Là. Là, il y a un courriel qui vous a été envoyé dans votre boîte de courriel pour authentifier, là, activer finalement votre compte. Sachez que là, ça peut être rentré dans vos courriers indésirables, donc juste vous assurer là, de pouvoir avoir d'aller voir là, dans les courriers indésirables. Là, ensuite, là, si je rentre
Si je m'en vais dans Yopmail, je vais vous présenter là, à quoi ça ressemble là, un courriel qui vous est envoyé à partir du système. Donc, ça se présente sous cette forme-là. C'est que l'adresse souvent qui va venir, c'est DSATEQ-test. Donc là, vous avez un petit message là, qui vous se présente. Fait que vous avez juste à cliquer sur le lien. Puis là, automatiquement, là, vous allez tomber à l'étape 2 qui est que votre compte d'utilisateur a été validé. Fait que là, vous pouvez vous cliquer sur connecter. Puis là, ben, là, vous rentrez votre adresse à nouveau. Vous rentrez maintenant dans la fenêtre là, du programme Rouler vert. Là, à ce moment-là, vous êtes rendu à l'étape de sélectionner le type de profil que vous êtes. Si vous êtes un particulier, vous mettez comme particulier. Les concessionnaires, chacun des profils a ses particularités. Dans notre cas, là, nous sommes un particulier. Donc, on clique sur particulier, on fait suivant. Là, c'est à ce moment-là là, que vous allez rentrer les informations qui vous concernent. Donc, vous êtes un monsieur, une madame. Là, vous pouvez vérifier votre nom là, votre adresse courriel qu'elle est bien indiquée. Vous entrez votre numéro de téléphone. Donc, le numéro de téléphone de travail, si vous désirez le mettre, le poste, le numéro de cellulaire. Puis là, ensuite, on est rendu à valider notre adresse qui est associée à notre demande. Donc, on met le numéro de porte, puis on met le, le code postal qui est associé. Bon, juste pour mal faire, j'ai pas de... Donc là, c'est ça. À ce moment-là, là, vous voyez, là, automatiquement, le système, il détecte une adresse qui est associée au numéro de porte puis au code postal. Idéalement, je vous dirais d'y aller de cette manière-là parce que c'est beaucoup plus facile pour... tu sais, quand l'adresse est validée, là, il y a moins d'erreurs là, au niveau des adressages quand on est rendu à envoyer le paiement. Donc là, vous avez une sélection, fait que vous sélectionnez, fait qu'automatiquement, l'adresse s'inscrit plus bas. Si vous n'avez pas si ça ne fonctionne pas, il n'y a pas d'adresse de correspondance, vous pouvez toujours les écrire à la main. Mais comme je vous dis, là, idéalement, là, allez-y avec l'adresse automatique, là, c'est beaucoup plus simple. Là, bien sûr, si vous habitez en appartement, là, c'est très important d'inscrire le numéro d'appartement parce qu'autrement, le chèque ne se rendra pas au bon endroit là, si on n'a pas de numéro d'appartement. Donc là, on a tout rentré les informations qui sont liées à notre profil. Donc, en cliquant sur Suivant, là, on arrive au niveau des conditions d'utilisation. Vous les lisez. Une fois que c'est lu, vous acceptez. Puis, vous passez là maintenant à la fenêtre même, là, où ce que là, vous allez avoir la possibilité de créer vos demandes. Donc là, ici, vous avez toujours là, le petit menu ici qui se présente, qui est le menu sur le profil. En cliquant dessus, vous arrivez à la page qu'on vient de créer ensemble là, il y a quelques instants. Ensuite, au niveau des avis, c'est dès que vous allez recevoir un avis par courriel, il n'y a aucune information qui est transmise par courriel, là, à moins de particularités. Mais tout ce qui est fait au niveau du système, c'est automatisé. C'est un peu comme avec Revenu Québec ou Revenu Canada. Vous allez recevoir un courriel comme quoi qu'il y a un avis qui a été déposé dans votre compte. Là, vous vous connectez, puis vous allez le voir apparaître au niveau de cet onglet-là, Mes avis. Au niveau de des demandes, ben là, c'est à ce moment-là là, que là, vous pouvez créer votre demande. Là, pour l'instant, on n'a aucune demande de créer. Donc,
en cliquant sur Créer, vous allez avoir cette petite fenêtre qui va apparaître, qui est la possibilité de choisir le volet qui vous concerne, soit l'acquisition d'une borne ou encore d'un véhicule neuf ou d'occasion. Dans notre cas, par exemple, on va choisir l'acquisition de la borne. Donc, en faisant sur suivant, on a une nouvelle série de questions qui nous est posée. Est-ce qu'on habite en maison unifamiliale ou en multilogement résidentiel? On va habiter, par exemple, en maison unifamiliale. Fait que là, à ce moment-là, on rentre automatiquement dans la création d'une borne de recharge domestique, qui est la borne à domicile. Euh, Si, par exemple, vous aviez habité en multilogement, là, vous auriez eu une autre série de questions pour fignoler les critères là, de sélection pour vous diriger dans le bon volet, là, celui qui est vraiment adapté à votre demande. Donc là, on est dans de la création d'une demande. Vous avez encore au niveau du participant toutes les informations que vous avez inscrites dans votre profil au préalable. Ensuite, vous avez l'onglet adresse d'installation. Dans ce cas-ci, si, par exemple, vous habitez dans une maison principale, mais c'est pas à cet endroit que vous voulez faire installer votre borne, vous préférez la faire installer, par exemple, à votre chalet. Là, vous pouvez mettre une nouvelle adresse qui va être l'adresse d'installation. Sinon, vous avez toujours l'option aussi de cliquer sur l'adresse d'installation est la même que l'adresse de correspondance. Fait qu'en cliquant ça, automatiquement, les informations s'inscrivent. Fait que là, on est rendu on est bien avancé, puis ça va bien jusqu'à maintenant. Donc là, on est rendu dans l'onglet véhicule. C'est là que vous inscrivez les informations qui sont liées à votre véhicule. Bien sûr, il faut que ce soit un véhicule électrique. Puis, c'est également à cet endroit-là parce que pour votre information, toute borne est liée au véhicule. Donc, si vous, par exemple, là, vous avez vous avez un véhicule électrique, vous avez fait installer une borne à votre maison principale, là, vous désiriez d'en faire installer une à votre chalet. Si vous avez le même véhicule, c'est pas possible parce que les bornes sont liées au véhicule. Donc là, c'est une borne, un véhicule. Par contre, si vous achetez un véhicule de quelqu'un d'autre, qui a déjà été utilisé par un autre, vous l'achetez bien sûr d'un concessionnaire autorisé, bon, ben là, il va vous vendre le véhicule. Là, ça va être que vous avez jamais, c'est pas vous qui avez fait installer une borne à votre adresse parce que vous venez d'acquérir ce véhicule-là. Vous avez la possibilité de quand même avoir l'accès à la borne. C'est parce que c'est un nouveau propriétaire de véhicule, nouvelle adresse. Fait que si vous voulez avoir une deuxième borne chez vous, ça vous prend nécessairement un nouveau véhicule. Donc là, on y va. On va rentrer nos informations. C'est pas ça là. C'est pas ça que je voulais faire. Ensuite, je sélectionne la marque qui est associée à mon véhicule. Oui. Sachez que si, par exemple, vous ne retrouvez pas votre véhicule sur la liste des véhicules, c'est parce que nous autres, là, toutes les demandes des véhicules sont faites par les fabricants. Donc, si le fabricant n'a pas fait encore la demande, ben, c'est normal que le véhicule ne se retrouve pas dans notre liste. D'autres, vraiment, c'est à la demande. Finalement, c'est vraiment le fabricant qui communique avec nous, qui remplit un formulaire, qui nous donne les informations. Toutes les informations sont vérifiées notre équipe. Puis parfois, là, tu sais, que des fois, les informations ne sont pas encore disponibles. Là, on attend des documents officiels avant d'inscrire le véhicule. Mais vraiment, sachez que si le véhicule n'est pas sur les listes, c'est parce qu'on n'a pas eu de demande ou parce qu'on est en attente de documents pour compléter là, l'admissibilité du véhicule. Que Jusqu'à maintenant,
Là, j'ai rentré mon nom, j'ai rentré mon adresse d'installation, j'ai rentré mon véhicule. Fait que je serais rendu maintenant à inscrire la borne que j'ai achetée qui va me permettre d'obtenir mon aide financière. Donc, je l'ai acheté, par exemple, le 1er mai. Je l'ai fait installer également le 1er mai. J'ai sélectionné, vous avez la liste des véhicules. Donc, j'ai acheté, par exemple, une Heavy-Duty, une VC 30. Le montant que je l'ai payé, ça, c'est super important. Il faut que la borne, s'il n'y a pas, dans la borne à domicile, vous avez la possibilité d'acheter seulement la borne si, par exemple, vous avez déjà une prise 240 volts qui est installée chez vous. Donc là, à ce moment-là, l'important, c'est d'avoir une borne qui est au-delà de 600 dollars. Puis si vous avez une borne avec une installation, ben, il faut que ça totalise quand même 600 dollars pour être admissible. Puis, selon les règles de la régie du bâtiment, pour l'installation, il faut que l'installation ait été effectuée par un maître électricien. Ça, c'est une règle du code du bâtiment. Donc, si vous avez un ami qui est électricien, qui fait l'installation chez vous, vous n'avez pas de facture d'installation, euh, ça ne sera pas votre borne est moins de 600 dollars, ce ne sera pas admissible. Donc, c'est très important d'avoir une facture d'achat et une facture d'installation en bonne et due forme pour que vous puissiez être admissible. Je vais vous présenter un petit peu plus tard des exemples de documents qui sont acceptés. Donc là, à ce moment-là, j'ai acheté ma borne. Elle m'a coûté 899 dollars. C'est un achat. Fait que, à ce moment-là, je suis rendue à mettre les documents. Je peux toujours faire enregistrer pour, euh, pour m'assurer là, que ma demande elle reste et que je n'aille pas à recommencer. Là, vous voyez, là, je suis revenue dans l'onglet Mes demandes. Fait que là, vous voyez, ma demande, elle est maintenant inscrite. Elle est encore en statut en rédaction. Tout à l'heure, je vais vous présenter un peu je vais vous présenter les statuts. Donc là, je peux faire éditer, puis je vais pouvoir revenir dans ma demande. Fait que là, toutes mes informations sont présentes. Donc, j'ai rien besoin de rentrer de nouveau. Ma borne est là. Fait que là, je suis rendue à insérer les documents. Donc, pour insérer un document, ça marche par onglet. Donc, chacun des onglets doit avoir un document pour que vous puissiez soumettre votre demande. Excusez-moi. Donc, là, au niveau de la facture d'achat, je choisis mon document. J'ouvre. Puis, là, vous voyez, il s'est inscrit là. Mais par contre, pour qu'il puisse être enregistré, je dois le téléverser. Là, une fois qu'il est téléversé, j'ai encore la possibilité de rajouter un nouveau document si, par exemple, là, je veux donner plus d'informations à l'équipe qui va valider. Fait que je rajoute un nouveau document, je téléverse. Fait que vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Fait que si vous avez, mettons, plusieurs photos, vous avez plusieurs documents, il y a pas de problème, vous pouvez les rajouter. Donc, là, je suis rendue à l'onglet facture d'installation. J'ajoute un document, je téléverse. Au niveau de mon contrat d'achat de véhicule, c'est la même chose. Je choisis un document, puis je téléverse. Puis, je suis rendue ensuite au certificat d'immatriculation. Pour les véhicules, là, ça va vous prendre le service reçu là, de la SAC. Donc, à ce moment-là, là, il va être écrit vraiment service reçu de la SAC. Donc là, à ce moment-là, j'ai tout téléchargé, téléversé mes documents. Je peux écrire des notes si je veux laisser des notes là. Euh, mon, euh, J'avais déjà une prise 240 volts dans mon garage. Donc, j'ajoute la note. Fait que, voyez-vous, elle s'est inscrite dans la demande. Donc,
de l'information que vous pouvez transmettre là, à l'équipe de validation. Comme ça, c'est plus clair des fois sur certains éléments. Donc là, on a ajouté tous nos documents. Fait que là, on est rendu à soumettre dans notre demande. Fait que là, j'ai pesé sur soumettre. Fait que là, vous voyez-vous, le statut maintenant est rendu à soumis pour vous. Fait que là, vous, là, votre travail est fait. Il reste au travail de l'équipe de validation maintenant à obtenir à traiter la demande. Puis ensuite, à vous informer là, de ce qui va se passer. Donc, si je reviens à la présentation, je partage. Donc, là, c'est là, la partie création d'un compte. Là, j'ai tout mis les informations parce que vous allez pouvoir accès au PowerPoint une fois que la présentation va être finie. Donc là, j'ai mis des grandes lignes là, pour vous donner de l'information, mais tout ce qui est expliqué là, c'est ce que je vous ai fait comme démonstration là, en direct. Donc là, vous avez tous les choix possibles qui peuvent se présenter. Donc, là, c'est ça, puisque je vous ai présenté une fois que votre demande est soumise, là, vous avez accès à toutes vos demandes qui peuvent être présentées. Puis, c'est la même chose du côté des avis. Une fois que l'avis, vous allez recevoir le courriel, vous pouvez aller dans votre onglet avis, puis là, vous voyez comment que vous avez un avis, vous cliquez dessus, puis l'avis s'affiche, là. Ensuite, un exemple de courriel. Ça, voyez-vous, c'est un exemple de courriel pour un avis. Donc là, vous le voyez de cette manière-là. Un avis a été déposé dans votre demande. Pour le consulter, veuillez vous connecter au programme pour y accéder. Donc, la même chose, si par exemple, là, vous avez une demande d'avis au niveau d'une correction qui vous a été demandée, là, à ce moment-là, au niveau de votre onglet de mes demandes, vous allez avoir votre statut, il va être écrit en correction. Puis pour faire la correction, là, vous avez qu'à cliquer sur éditer. Puis là, vous allez pouvoir compléter là, l'information qui est manquante. Puis ensuite, l'important, c'est vraiment de resoumettre la demande, de cliquer de nouveau sur soumettre parce qu'autrement, le statut va rester en correction. Puis de notre côté, au niveau de l'équipe, on ne pourra pas voir que vous avez effectué la correction. Nous autres, le statut va toujours rester en correction. Puis ce statut-là, il est du côté du participant. Les notes au dossier. Donc, si on passe au niveau là, des différents statuts d'une demande, vous en avez plusieurs. Fait que je vais les passer quand même rapidement, mais vous avez l'information dans le tableau. Fait que, du côté du statut annulé, c'est quand une demande est annulée. Pour X raison, elle est tout simplement annulée. Quand elle est approuvée, c'est qu'elle a été validée, puis elle est maintenant prête pour le paiement. Ça, le responsable, c'est de notre côté à nous. Ensuite, s'il est approuvé en attente de NAS, là, c'est du côté du participant. Donc là, c'est important de rentrer dans votre demande, puis de saisir votre NAS lorsqu'il vous est demandé pour que ensuite la resoumettre, puis que nous autres, on puisse procéder à la mise en paiement. Du côté des participants, c'est obligatoire d'inscrire votre NAS parce que vous allez avoir un relevé 27 qui est associé à une demande d'aide financière. Quand on a le statut en approbation, c'est que il y a un agent, elle a été validée, puis il y a un agent d'approbation qui doit approuver la demande pour qu'elle puisse aller au paiement. Au niveau en correction, c'est ce que je vous ai expliqué il y a quelques instants, c'est que la demande est incomplète, fait que là, elle vous est retournée pour finaliser les informations manquantes. En paiement, ben, bien sûr, c'est que là, la mise en paiement est réalisée, puis vous êtes en attente de votre chèque. En rédaction, c'est que là, elle est de votre côté, vous avez commencé à la rédiger, mais vous ne l'avez pas terminée. Vous n'avez jamais cliqué sur le bouton soumettre. Donc là, pour l'instant, elle reste en rédaction. Euh, En validation, c'est que là, elle est du côté de chez nous, puis il y a un agent qui va passer dessus pour la valider. En vérification, c'est que là, elle passe au contrôle qualité. Il y a certaines demandes qui vont passer au contrôle qualité, fait que il y a un agent de validation qui a passé dessus, mais il y a aussi un autre agent qui va passer dessus
pour faire un certain contrôle qualité sur les demandes qu'on reçoit pour s'assurer que tout est fait correctement. Une fois qu'elle est en statut payé, c'est que là, le chèque a été transmis, puis la demande elle est finalisée pour nous. Lorsqu'elle est en statut refusé, c'est qu'il y a eu une raison qui a amené le refus de la demande. Elle est non admissible, la borne est non admissible. Euh, ou le véhicule est non admissible, par exemple. Puis le dernier statut, qui est le statut soumis ou resoumis, c'est à ce moment-là, c'est qu'une fois, la première fois que vous soumettez votre demande, vous allez avoir le bouton, le statut soumis. Puis quand elle est resoumise, c'est que vous avez fait un ajustement de votre demande, puis là, vous l'avez resoumis. Donc, si on pense maintenant là, aux différents documents, là, des exemples de documents qui vont vous être demandés. Ça, c'est le service reçu de la SAC. C'est un document qui est fourni par la Société de l'assurance automobile du Québec, qui va contenir les informations sur, entre autres, le numéro d'identification du véhicule, le nom du client, la date que la transaction a eu lieu. C'est ce que nous autres, on regarde, là, qui fait foi de tout pour savoir c'est quelle aide financière qui peut être admissible. Ensuite, vous avez la description du véhicule. Fait que là, vous en avez deux exemples, soit pour un véhicule neuf ou un véhicule usagé. Si on vous demande le DVN, ça c'est le descriptif du véhicule neuf. Donc, voici des exemples là, de DVN. Fait qu'encore là, vous avez toujours le numéro d'identification du véhicule. Euh, vous avez, euh, Vous avez les informations du participant, celui qui l'a vendu, etc. Fait que c'est ce genre d'informations, de documents là, qui est le DVN ou le descriptif du véhicule, là. J'en avais différents exemples, là, dépendamment qui c'est qui vous le fournit, là. Au niveau du contrat, c'est la même chose, là, dépendamment de quel concessionnaire, là, vous avez différents types de contrats. Mais c'est ça, ça comprend toujours encore là l'information sur le modèle du véhicule, sur son identifiant, l'acheteur, le vendeur. Vous avez ensuite les coûts reliés à l'achat du véhicule. Ça, c'est d'autres exemples. Comme vous pouvez le voir, là, il y en a différents modèles. Puis l'important, c'est de fournir votre contrat en entier, puis qu'il soit signé. Parce que souvent, là, s'il n'est pas signé, mais nous, on va vous le retourner en correction à ce moment-là. Puis au niveau de Tesla, c'est ça. Puis du côté de Tesla, ben là, parfois, on va vous demander le véhicule Purchase Agreement ou la configuration du véhicule. C'est un document que Tesla est habitué de fournir. Souvent, là, des fois, les gens ne savent pas trop aller le chercher, mais dans votre compte Tesla, ce document-là va être admissible, va être disponible. Fait que c'est vraiment important là, de nous le fournir parce que nous autres, on a besoin là, de l'information. Parfois, il y a des options qui sont ajoutées qui font que le véhicule ne sera pas admissible. Donc, c'est important là, pour nous là, d'obtenir ce document-là. Fait que vous avez un exemple là, de qu'est-ce qui est un véhicule Purchase Agreement ou une configuration de véhicule, là, si on le dit en français. Si on y va maintenant avec le document sur les factures d'achat de bornes, donc ça, c'est des exemples, là. Fait que ce qui est important c'est que ça contienne, c'est le nom du participant, son adresse, la date de l'achat, le nom du fournisseur qui vous l'a fait, le produit qui est vendu. Là, vous avez des exemples, là, borne de recharge, Wallbox, Pulsar Plus. Donc, c'est super important. Tu sais, nous autres, on doit le voir là, sur le document d'achat du véhicule, pas du véhicule, excusez, de la borne, quel modèle que vous avez acheté pour nous autres nous assurer qu'il est vraiment dans notre liste des bornes admissibles, là. Puis, puis ça prend une facture, pas un bon de commande, pas un bon de livraison. C'est vraiment la facture d'achat là, qui est important.
Puis au niveau de la facture d'installation, le même principe, là, ça prend le nom, la date l'adresse, l'entrepreneur électricien qui a effectué les travaux, la description des travaux. Là, vous avez deux exemples. Là, vous avez acheté du matériel, il y a eu l'installation d'une borne. Fait que vous avez tous les montants, fait que le descriptif est présenté. Il y a des montants, fait que nous autres, pour nous, c'est le genre d'informations qu'on a absolument besoin de savoir. Parce que parfois, il pourrait arriver que vous avez fait installer votre borne, mais que vous avez également fait installer une prise de courant. Vous avez fait installer un luminaire. Ça, c'est des dépenses qui ne sont pas admissibles au niveau du programme de borne parce qu'elles ne sont pas liées à la borne. Donc, c'est pour ça que nous, c'est important pour nous de savoir il y a eu d'autres éléments pour qu'on puisse les retirer. On n'annule pas la facture, on fait juste retirer les éléments qui ne sont pas associés à la borne, puis on va faire le calcul en fonction de ce qui est présenté, là. Vous avez toute l'information sur le site web, là, dans les documents qui sont, qui sont nécessaires. Vous avez vraiment toute l'information de quelles informations qui sont obligatoires d'avoir. Comme je vous disais, le nom du participant, l'adresse, la date, l'entrepreneur, la description. Fait que vous avez toute cette information-là sur le site Internet. Parfois, pour y acheter une borne et du maître électricien qui vous l'installe. Donc là, vous allez avoir une seule facture qui comprend les deux éléments dedans. L'important, c'est quand vous arrivez dans le système de la prestation, vous mettez le même document aux deux places, soit dans la facture d'achat, puis dans la facture d'installation, puis ça va passer. Comme là, vous en avez une que là, vous avez le descriptif là, des matériaux qui ont été puis des travaux qui ont été effectués. Puis vous avez également la borne là, qui a été achetée, qui est là, dans ce cas-ci, qui était une heavy duty. Fait que ça compléterait au niveau de la présentation du programme. Comme je vous dis, vous avez besoin de plus d'informations. Vous avez le site web, l'adresse, vous avez le cadre normatif, vous avez le courriel, le service à la clientèle. Comme je vous disais, il est ouvert du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures. Euh, Puis vous pouvez soit les rejoindre par courriel ou encore par numéro de téléphone. Euh, c'est ça, je serais rendue finalement à la question en période de questions ou de commentaires. Oui, bah, merci beaucoup Stéphanie pour la belle présentation. Euh, donc actuellement, on a deux questions. Donc, si jamais les gens veulent en poser quelques-unes, il n'est pas encore trop tard, on vous y encourage. Donc, première question de Jean-Pierre. Puis-je avoir une subvention pour l'achat et l'installation d'une borne à l'infrastructure du syndicat des copropriétaires des condos si le syndicat a reçu une subvention de 49 000 $? Oui, au niveau du multilogement, ça marche par année financière. Donc, mais par contre, là, oui, c'est ça. Si la demande se fait au nom du syndicat, le syndicat, par année financière, il a le droit à 49 000 $. Donc, vous allez devoir attendre à la prochaine année financière. Au niveau du gouvernement, les années financières, c'est du 1er avril au 31 mars. Donc, tant que le 49 000 n'est pas atteint, il y a possibilité de faire de nouvelles demandes jusqu'à l'atteinte du 49 000. Mais c'est ça. Si vous faites la demande vous-même, mais parce que vous avez eu l'autorisation de votre syndicat, puis que c'est vraiment en tant que particulier que vous faites la demande, là, il n'y a pas de. Si vous allez obtenir la subvention pour l'achat, l'installation de votre borne, mais en tant que particulier, fait que c'est pas lié avec le syndicat à ce moment-là. C'est vraiment par demandeur qu'on fait les demandes, là. Puis c'est important, là, nous, on fractionne pas des factures. Donc, si vous faites l'installation, si vous voulez y aller par phase, vous êtes un syndicat, vous voulez y aller par phase, c'est super important de faire des factures pour la phase 1 qui va comprendre, par exemple, 5 bornes. Puis là, ensuite, l'année suivante, vous faites une deuxième phase. Là, ça prend totalement une nouvelle facture avec la phase 2. C'est beaucoup plus simple pour nous de s'y retrouver. Puis
Puis ça va être plus simple aussi pour le participant. Comme ça, tout va aller rondement, là. Il n'y aura pas de questions qui vont être posées au niveau de ça. Fait que c'est vraiment d'avoir des factures séparées par phase. Mais merci beaucoup pour cette réponse complète. On a une autre question qui vient de s'ajouter, donc de Divini, qui demande, est-ce que les subventions pour les bornes pourront baisser ou disparaître comme celles des autos? Ben, je vous dirais que ça pourrait arriver, mais ça n'arrivera pas dans les prochaines années. Là, présentement, il y a il y a un an de ça déjà, il y a une stratégie de recherche qui a été déposée par le gouvernement qui comprenait, en grosso modo, là, qui présentait là, c'est quoi la stratégie que le gouvernement désire appliquer pour améliorer la recharge là, dans la province. Donc, les aides financières sont là pour rester encore à quelques années. C'est sûr que, admettons qu'il y aurait soudainement une grosse affaire, puis que là, ils doivent couper à des places, ben, ça pourrait être un programme qui soit coupé, mais c'est pas prévu pour l'instant. Vraiment, là, pour l'instant, c'est qu'est-ce que je vous ai présenté. Pour la borne à domicile, on a un 600 $ forfaitaire. Pour le multilogement puis l'entreprise, c'est 50% au niveau de l'achat et de l'installation de la borne. Puis juste pour vous tenir informé, là, nous, on a déjà deux appels à projet. Là, on est au deuxième appel à projet. On a créé un projet là, qui est de la borne de recharge pour le public, mais géré par le privé. Donc, on a eu pour le premier appel à projet, on a eu plus de 113 demandes qui nous ont été présentées par différents organismes, les IGA, les Canadian Tower, des Ultramars, ben, Ultramars, des dépanneurs, des stations d'essence. Puis là, donc, il avait à présenter une demande, puis c'est vraiment pour l'installation des bornes rapides en courant continu ou BRCC pour le petit non-court. Donc, c'est ça. Fait que c'est des projets là, que le promoteur privé, finalement, va installer s'il y avait un minimum de deux bornes à installer. Donc, avec un offre de service, fait que nous, on regardait faut que ça soit proche de toilettes, qui soit disponible là, sur des heures, un bon groupe d'heures, qu'il y ait de la restauration près, etc. Fait que c'est vraiment, on accès sur le service à la clientèle. Donc, c'est des bornes qui vont être disponibles, par exemple, au IGA, que les gens vont pouvoir se charger. Ils vont être payantes, bien sûr, mais ils vont être administrés par un organisme privé, comme par exemple le IGA, puis ça va être disponible pour le grand public. Fait que ça, on a déjà deux appels à projets là, à ce niveau-là. Puis là, c'est sûr que nos offres là, au niveau de l'entreprise, du particulier, ben, là, on les maintient là, tels qu'ils sont présentés actuellement. Super, merci beaucoup Stéphanie. Puis on a une petite sous-question de Divini encore qui demande à quand les subventions juste pour les infrastructures électriques dans le multilogement. Il me semble que dans la stratégie de recherche du gouvernement, il y avait ce volet-là. Est-ce que tu peux Oui, détailler oui, ça? oui. Là, on est actuellement en train de travailler cette partie-là. Donc là, notre document chemine actuellement là, dans auprès de nos autorités. Donc, vous pourriez, on pense être en mesure de présenter quelque chose d'ici la fin de l'année. Mais oui, en effet, là, c'est prévu là, d'aider là, au niveau de seulement les infrastructures dans le multilogement. Fait que suivez ça de près, là, ça devrait, d'ici la fin de l'année, on espère être capable de présenter un programme là, au niveau d'aide financière pour le multilogement. Super, merci beaucoup. Donc on a également une autre question encore de Jean-Pierre qui demande par rapport au syndicat. Un syndicat doit installer combien de bornes pour avoir la subvention à l'installation de l'infrastructure électrique? Est-ce que ce serait 10 ou 5 bornes? Ah ben, il a le droit en autant qu'il veut. C'est un minimum de une, finalement, là. Mais ça fonctionne par borne. Fait que si le syndicat, par exemple, fait l'installation d'une seule borne,
lui, parce qu'il a le droit aussi de faire de faire de l'infrastructure pour de futures bornes. Pas besoin d'avoir de bornes d'associer quand c'est des futures bornes, là, ce qu'on appelle, nous autres, le surdimensionnement. Mais par contre, il va être limité quand même avec au prix tu sais, c'est pas un surplus, c'est vraiment lié au montant de la borne qu'il a installée. Fait qu'il y aura un maximum de 5 000 $. Fait que ça, tu sais, moi, je vous dirais que c'est pas l'idéal, là, d'en installer juste une. Mais, tu sais, il a le droit jusqu'à 49 000 puis 5 000 par borne. Donc, finalement, si on fait un calcul vite, c'est un petit peu moins que 9. Ben, un petit peu moins que 10, là. Fait que c'est par année, finalement, financière. Mais il peut en installer 15 s'il veut, mais par contre, il va être quand même limité là, à 49 000. Là. Et merci beaucoup, Stéphanie. J'en apprends moi-même un peu plus. C'est vrai que pour les informations sur les infrastructures, bandes de recharge en multilogement, des fois, ça peut être un peu compliqué d'avoir accès. Donc, c'est toujours bien d'avoir un peu plus d'informations. Merci. On n'a pas d'autres questions pour l'instant des autres participants, mais moi, j'aurais une petite question de mon côté. C'est sûr que on a certains kiosques roulants électriques sur les salons, puis avec la diminution des subventions, il y a certaines personnes qui nous demandent est-ce que c'est préférable d'acheter dès maintenant un véhicule électrique pour pouvoir bénéficier de 100% des subventions, ou c'est mieux d'attendre, de mieux faire ses recherches, de choisir un véhicule qui répond à ses besoins? Vous, de votre côté, on a des éléments de réponse de notre côté, mais vous, de votre côté, comment est-ce que vous voyez ça? Ben, moi, je dirais, c'est sûr que quand la personne est prête à acheter le véhicule, je lui dirais que d'y aller, là. C'est pas nécessaire d'attendre, surtout que là, en sachant que les aides vont diminuer dans les prochaines années. Mais c'est vraiment en fonction des besoins de la personne. Si elle n'est pas prête, ben, je lui dirais d'attendre et de s'assurer de vraiment, tu sais, être consciente de tous les éléments qui sont liés à l'achat d'un véhicule électrique. Mais sinon, si elle est prête, go, elle peut se lancer. Oui, c'est ça, effectivement, parce que c'est sûr que si jamais on achète puis que ça répond pas vraiment à notre besoin, et ça pose la question des coûts, parce que du coup, plus le véhicule est de taille grande, plus ça va consommer de l'électricité. Puis après, c'est par rapport aussi aux bornes de recharge, c'est vrai qu'il y a la question de la puissance de la borne de recharge, puis d'autres éléments. C'est vrai que ça peut être beaucoup plus cher des fois de prendre un véhicule. Qui est plus que ce qu'on a besoin pour nos besoins. Puis au final, c'est vrai qu'entre pour la diminution des subventions, c'est comme un 3 000, c'est ça, un 3 000 diminué, donc de 7 000 on passe à 4 000. Donc ça, c'est vrai que 3 000 dans un coût quand tu achètes un véhicule, ça C'est peut plus te dépasser. c'est sûr. C'est sûr que nous, on s'attend à ce que le prix des véhicules s'ajuste en fonction du retrait des subventions. Euh, Parce qu'on l'a vu là, dans le courant de l'année, là, il y a eu des diminutions de certains modèles, comme entre autres la Tesla Y, qui est devenue admissible au début février. Probablement parce que Tesla voyait qu'il y en avait beaucoup dans les cours, fait qu'a ajusté ses prix finalement pour pouvoir écouler son inventaire. Mais c'est ça, tu sais, il y a nous autres, tu sais, c'est encore là juste des suppositions, mais on s'attend quand même à ce que les prix des véhicules s'ajustent là avec le retrait des subventions. Puis c'est super important aussi, moi je dirais aux gens là, tu sais, de vraiment prendre toutes vos informations. Si par exemple, des fois vous habitez en multilogement, parfois les, euh, les syndicats de copropriété ou les gestionnaires d'immeubles ne sont pas prêts à accueillir des bornes, ne veulent pas. Fait que là, vous pourriez acheter un véhicule, mais pas avoir la possibilité d'installer votre borne pour recharger. Donc là, à ce moment-là, il faut s'assurer d'avoir des bornes de disponibles là, soit sur son lieu de travail ou encore à des bornes publiques là, qui sont rapidement accessibles parce que c'est quand même des éléments à considérer, là. Tu sais, que de ne pas pouvoir avoir la recharge là, à la maison, là, ce qu'on nous autres on appelle les fameux orphelins de garage. Là. Donc,
ça, entre autres, aussi pour ça qu'on veut essayer d'améliorer là, la recharge là, dans la province là, pour essayer de pallier à cet élément-là. Il y en a qui habitent en logement, mais ils n'ont pas de stationnement, donc ils sont, et c'est difficile des fois d'avoir un véhicule électrique là, quand on n'a pas la possibilité d'avoir une recharge à la maison. Oui, effectivement, c'est un enjeu sur lequel il faut travailler. Mais merci beaucoup pour cette belle présentation. Je pense que ça va faire le tour pour la période des questions. Mais aux participants, j'espère que ça vous a permis d'avoir des réponses à vos questions. Puis je vais juste vous partager rapidement, en fait, le PowerPoint. Donc, c'est ça. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur les véhicules électriques donc pour choisir un bon véhicule adapté à vos besoins, donc on a plusieurs outils de la campagne Roulant électrique. Donc, on a le site internet où vous pouvez aller voir notamment dans la section s'informer sur les véhicules électriques, les coûts. Donc là, on va avoir tous les liens vers des subventions, donc le programme Relais Vert, les mises à jour, des programmes de subventions au niveau du Canada également. Puis, on a également une brochure où vous allez avoir en fait un catalogue, disons un catalogue de véhicules en papier, puis il y a également la version en ligne avec plus d'options, où dans la brochure, vous allez avoir en fait les véhicules qui sont admissibles aux subventions, puis dans le catalogue, ça va vraiment être l'ensemble des véhicules qui sont disponibles sur le marché québécois, puis vous pouvez filtrer en fonction de plusieurs critères, donc par exemple votre budget, l'autonomie que vous voulez, le nombre de sièges, les marques. Donc, ça permettra de vous aider dans vos choix. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à info@roulantelectrique.ca. On a également plusieurs diverses activités sur les véhicules électriques qui sont prévues au cours de l'année. Donc n'hésitez pas à visiter notre calendrier des événements sur notre site internet. Puis c'est ça pour le webinaire. Donc il est enregistré, donc vous allez recevoir le lien pour voir en rediffusion demain dans un courriel. Également la présentation qui sera disponible. Et puis, ben, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée